Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de révision pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Aujourd'hui, on va faire le chapitre 13, l'ingénierie mécanique. Donc ici, quand on parle d'ingénierie mécanique, on parle l'assemblage de différentes pièces pour construire un système technologique. Et quand on parle assemblage, on parle de liaison. Donc une liaison, c'est deux pièces qui sont unies ensemble, un peu comme les deux blocs Lego qu'on voit à l'écran, qui sont fixés l'un sur l'autre. Il existe plusieurs types de liaisons et il faut être capable de les nommer, de les identifier. Et les fonctions de liaison ont 4 termes à retenir. Première chose, on se pose la question, y a-t-il un ou des organes de liaison qui unissent mes deux pièces? Lorsqu'on parle d'organes de liaison, ça peut être du duct tape, des clous, des vis, de la colle. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un organe de liaison? Est-ce qu'il y a des vis? Est-ce qu'il y a de la colle? Est-ce qu'il y a du papier, du ruban adhésif? Si la réponse c'est oui, on appelle ça une liaison indirecte. Si la réponse c'est non, ben, c'est une liaison directe, ce qui veut dire que mes deux pièces sont collées une sur l'autre sans joint ensemble. Ensuite, s'il y a un organe de liaison, celui-ci peut-il se déformer pour assurer une fonction de rappel? Ça, c'est ma deuxième question que je me pose. Ici, ça veut dire, est-ce que mon organe de liaison il est comme en caoutchouc puis il peut se déformer ou est-ce que c'est un genre de ressort qui unisse mes deux pièces? S'il y a un organe de liaison puis celui-ci peut se déformer pour faire un rappel, ben c'est une liaison qu'on appelle élastique. Sinon, c'est une liaison qu'on dit rigide. Donc mon organe de liaison est parfaitement dur et il ne peut pas bouger. Ensuite, l'autre question qu'on va se poser, peut-on défaire la liaison sans briser l'objet? Donc, si on peut la défaire, ben, c'est une liaison qu'on appelle démontable. Mais au contraire, si, comme ma tasse qu'on vient de voir à l'écran, j'essaye de défaire la liaison entre l'anse et la tasse, puis que ça casse, ben à ce moment-là, j'ai une liaison qui est indémontable, ce qui veut dire que je ne peux pas la défaire sans briser mon objet. Enfin, la dernière question qu'on peut se poser, les pièces unies par cette liaison peuvent-elles bouger? Donc, j'ai une pince à l'écran et on voit que ma flèche orange représente en fond le mouvement possible de mes deux bras de ma pince. Et à ce moment-là, est-ce que mes pièces peuvent bouger? Oui. Donc, c'est une liaison partielle. Si mes pièces ne pouvaient pas bouger, alors on appellerait ça une liaison totale. Pour vous aider, on va faire quelques exemples. Donc ici, je vous demande d'identifier cette liaison entre la porte et le cadre de porte. Donc ici, on parle des pentures de ma porte. Donc, c'est une liaison indirecte parce que j'ai des pentures. Ensuite, mes pentures, elles ne sont pas mobiles, elles ne se déforment pas, elles ne sont pas élastiques. Donc, c'est une liaison rigide. Par contre, je peux défaire mes pentures pour libérer ma porte de mon cadre de porte, donc c'est démontable. Et ma porte peut bouger par rapport à mon cadre de porte, donc c'est une liaison qui est partielle. Donc, on dirait que ma liaison est indirecte, rigide, démontable et partielle. Un autre exemple, c'est la tasse. Fait qu'on va se poser la question, identifier cette liaison entre l'anse et la tasse. Donc ici, il y a une genre de colle un peu en terre cuite qui a été utilisée pour fixer les deux ensemble. On voit un genre de joint quand on la regarde de plus proche. Donc, c'est une liaison qui est indirecte. Par contre, cette colle-là ne peut pas bouger. Donc, c'est une liaison qui est rigide. Et je ne peux pas enlever mon anse sans briser ma tasse. Donc, c'est une liaison qui est indémontable. Et mes deux parties ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est une liaison qui est totale. Fait qu'on dirait que la liaison entre l'anse et la tasse est indirecte, rigide, indémontable et totale. Maintenant, lorsque j'ai des pièces qui peuvent bouger, ils vont souvent avoir une fonction de guidage, une pièce qui va orienter le mouvement. Donc ça ici, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, c'est les fonctions de guidage. Donc, qu'est-ce qui va diriger, mener le mouvement de ma pièce? Le premier type de guidage qu'on va rencontrer, c'est le guidage en translation. Donc, c'est un mouvement rectiligne, donc en ligne droite, de va-et-vient. Comme un peu la fenêtre à guillotine ou la fenêtre coulissante. La fenêtre à guillotine qui va de haut en bas et la fenêtre coulissante de droite à gauche, mais que c'est un mouvement qui est rectiligne en ligne droite. Le deuxième type de guidage, c'est le guidage en rotation, ce qui veut dire que c'est un mouvement autour d'un axe. Un peu comme mes roues dentées qu'on voit à l'écran qui tournent autour d'un point central, mais ils ont un guidage en rotation.
Enfin, le dernier guidage qu'on peut rencontrer, c'est le guidage hélicoïdal. C'est un mouvement de rotation qui entraîne un mouvement de translation. Un peu comme une vis ou l'étau qu'on voit ici. Quand je vais tourner ma vis, ma manivelle, mon étau va tourner la vis et ma pièce va avancer pour serrer mon étau. Donc, c'est ce qu'on appelle un guidage hélicoïdal. Maintenant, avant de parler de transmission puis de transformation du mouvement, il faut que je parle de type d'organes. Il y a 3 types d'organes qu'on va rencontrer et je vous donne l'exemple avec le pédalier. Le premier organe, c'est l'organe moteur. C'est celui sur lequel on va appliquer la force, qui va partir le mouvement. Il va y avoir ensuite l'organe mené. L'organe mené, c'est celui qui va être entraîné par l'organe moteur, celui qui va tourner ou qui va bouger suite au mouvement du premier organe, de la première pièce. Et tu vas avoir une pièce intermédiaire parfois, un organe intermédiaire, qui va permettre la jonction, le lien entre ces 2 organes, moteur et mené. L'organe intermédiaire, c'est souvent une chaîne, une poulie, une courroie, et c'est comme ça qu'on va l'identifier. Ça peut être parfois une tige, mais ça ne sera pas une roue, ça ne sera pas une roue dentée. Donc ici, il faut faire attention, l'organe intermédiaire, on le regarde pas quand on veut savoir le type de mouvement qui est effectué. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir avant de parler de transmission, transformation du mouvement, c'est les systèmes réversibles. Un système réversible, c'est lorsque l'organe mené devient l'organe moteur. Je vous donne l'exemple ici avec mon pédalier. Je reste avec les vélos. On voit le pédalier qui fait tourner la driver gear wheel, qui est celle qui est à droite en avant. Et ce mouvement de cette roue-là va entraîner le mouvement de la driven gear wheel qui est en arrière à gauche. Par contre, si je prenais mon pédale puis je la mettais sur ma roue à gauche, en arrière, ben, je pourrais faire tourner ma première roue en avant puis le système fonctionnerait quand même. C'est ça que ça veut dire un système réversible. Ça veut dire que je peux faire bouger la pièce menée puis la pièce moteur va bouger. Donc, je fais comme le contraire qu'il est supposé faire d'habitude puis ça fonctionne, ça bouge pareil. Donc, un exemple ici, vous avez 2 roues dentées qui tournent, et si je dis que la roue dentée, moteur, l'organe moteur, c'est celle d'en haut, bien celle d'en bas, c'est l'organe mené. Mais je pourrais faire le contraire, je pourrais dire que l'organe moteur, c'est celui d'en bas, puis l'organe mené, c'est celui d'en haut. Donc, c'est un système qui est réversible. Peu importe laquelle tourne, l'autre va tourner avec. Par contre, un autre système, c'est la vis sans fin et roue dentée. Et là, mon organe moteur, c'est ma vis sans fin qu'on retrouve en haut, qui tourne sur elle-même et qui déplace tranquillement la roue dentée qui est en dessous. Par contre, si mon moteur, c'était ma roue dentée, elle bloquerait, elle serait incapable de déplacer ma vis sans fin. Donc, c'est ce qu'on appelle un système qui est non réversible, parce que je ne peux pas inverser mon organe moteur pour faire bouger l'autre. Donc ici, vis sans fin et roue dentée, c'est non réversible. OK, on va parler de transmission du mouvement. La transmission de mouvement, c'est un type de transmission où le... Prise 2. Maintenant, on va parler de transmission de mouvement. Ce qu'on veut dire, c'est que le type de mouvement reste semblable entre l'organe moteur et l'organe mené. Ce qui veut dire que si l'organe moteur effectue un mouvement de translation, eh bien l'organe mené va aussi subir un mouvement de translation. Et au contraire, si l'organe moteur subit un mouvement de rotation, bien, il va entraîner un mouvement de rotation dans l'organe mené. Un exemple de système de transmission de mouvement, c'est le système à roue de friction. Donc ici, on a 2 roues qui sont lisses, qui sont généralement recouvertes d'une substance un peu adhésive pour éviter le glissement, qui vont tourner l'une sur l'autre. Mes roues de friction, on va l'utiliser lorsque les forces sont faibles, qu'on a besoin d'un mouvement continu, donc pas arrêt-départ rapidement, et où on a besoin de peu de précision. Le système à roue de friction, c'est un système qui est réversible. Vous venez de voir mon gros R qui vient d'apparaître en haut à droite, mais ça veut dire que mon système est réversible, peu importe la roue qui mène, l'autre va suivre. Maintenant, c'est quoi les avantages de mon système à roue de friction? Ben, c'est économique et c'est silencieux. Par contre, les inconvénients, ça a tendance à glisser. Autre système de transmission du mouvement, c'est le système à roue dentée. Le système à roue dentée, quand tu as besoin de grandes forces et de la précision qui sont nécessaires, donc ici, ça peut tourner, ça peut générer beaucoup de force, ça peut supporter beaucoup de force, et ça peut être très très précis dans ses mouvements.
Et comme le système à roue dentée, comme le système à roue de friction, pardon, le système à roue dentée est réversible lui aussi. Les avantages de ce genre de système, eh bien, c'est une vitesse, une transmission qui est constante. Donc ici, ça ne peut pas glisser. Et les vitesses sont élevées. On peut atteindre des vitesses très très élevées sans problème. Inconvénient, ça a un coût élevé, c'est bruyant et ça doit être lubrifié régulièrement, sinon ça risque de briser. Ensuite, un autre système, c'est le système à courroie et à poulie. Pour ce système-là, va utiliser des forces qui sont faibles, un mouvement continu, peu de précision, même chose que les roues de friction qu'on a vues tantôt. Et, encore une fois, c'est un système qui est réversible. Les avantages, eh bien, ça ne demande pas de lubrification et ça peut permettre des mouvements qui sont très rapides. Par contre, la courroie peut glisser, la courroie peut aussi casser. Autre système, on a le système à chaîne et à roue dentée. Le système à chaîne et à roue dentée, mais même chose que les roues dentées tantôt, ils peuvent avoir des grandes forces et une grande précision. Puis la chaîne, elle ne peut pas vraiment casser ni glisser contrairement à la courroie. Et encore une fois, c'est un système qu'on dit réversible. Les avantages et les inconvénients, bien, les avantages, c'est que la chaîne empêche le glissement et que les grandes forces sont possibles. Les inconvénients, c'est que ça doit être lubrifié. La chaîne peut dérailler et c'est dur à repartir une chaîne qui est déraillée. Ça prend des outils généralement. Autre système, système de transmission de mouvement de vis sans fin et roue dentée ou à roue et à vis sans fin, qu'on utilise généralement lorsqu'on a besoin de grande force et de grande précision. Par contre, le gros avantage de ce système, c'est qu'il y a une diminution de vitesse importante, puisque à chaque fois que la vis sans fin fait un tour complet sur elle-même, la roue dentée n'avance que d'une dent. Ce n'est pas un système réversible, parce que si on essaie de faire tourner la roue dentée en bas, elle va bloquer. C'est vraiment la vis sans fin qui est l'organe moteur ici. Avantage, ça ne se desserre pas, ça peut bloquer le mouvement, c'est très précis. Inconvénient, c'est difficile à construire, ça prend énormément de précision dans nos outils de construction. Et on risque d'avoir une usure qui est rapide de nos pièces, puisqu'ils sont en friction constante l'une avec l'autre. Maintenant, si on parle de changement de vitesse, lorsque j'ai des roues dentées qui sont de diamètre identique, donc mes deux roues dentées qu'on voit à l'écran, la vitesse de ces deux roues est la même. Donc, diamètre identique, vitesse égale. Par contre, si nos diamètres, nos nombres de dents sont différents, les vitesses vont être différentes. On peut le voir à l'écran, parce que la roue qui a le petit point rouge, on voit que ce petit point tourne beaucoup plus vite, il fait plus de tours que mon gros point rouge sur ma roue plus grosse. Donc, si les diamètres sont différents, bien, les vitesses vont être différentes. Comment je fais pour calculer ça? Bien, j'utilise une formule très simple, c'est la roue moteur divisée par la roue menée. Ce résultat-là va me donner le multiplicateur pour la vitesse que je vais devoir utiliser. Si j'ai des roues de friction, bien, je vais utiliser le diamètre. Donc, ça va être le diamètre de la roue moteur divisé par le diamètre de la roue menée. Par contre, si j'ai des roues dentées, c'est le nombre de dents que j'utilise. Donc, le nombre de dents de la roue moteur divisé par le nombre de dents de la roue menée. Un exemple, j'ai deux roues dentées. La roue dentée en haut, qui est la roue menante, a 12 dents. La roue menée, qui est en bas, la plus petite, a 7 dents. Et la roue menante fait 20 tours minute. Je vous demande, c'est quoi la vitesse de la petite roue? À ce moment-là, on prend la roue menante divisée par la roue menée, donc 12 dents divisé par 7 dents. Et ça va me donner un ratio de 1,7. 1,7, c'est le multiplicateur que je vais appliquer à la vitesse de la roue menante. Et ça va me donner que ma roue menée va aller à 34 tours minute. Autre exemple, j'ai des roues de friction avec une courroie. Donc, la roue menante va à 100 tours minute et elle a un diamètre de 15 cm. La roue menée, juste en dessous, elle a un diamètre de 30 cm et on veut savoir sa vitesse. Donc, on fait roue moteur divisé par roue menée. Donc, 15 cm divisé par 30 cm, c'est leur diamètre. Et ça me donne un facteur de 1,5. Donc, je prends le 100 tours minute, je multiplie par 1,5, ça va me donner 50 tours minute pour ma roue comme rosée pêche. Je continue un troisième exemple. Ici, on a des vis sans fin et roues dentées. Fait que là, c'est un système qui est un petit peu différent. Ce qu'il faut que je considère, c'est le nombre de dents de ma roue dentée.
puisque quand ma vis sans fin fait un tour complet sur elle-même, ma roue dentée avance seulement de une dent. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je prends la vitesse de ma vis sans fin, exemple 70 tours, et je le divise par le nombre de dents de mon organe récepteur, de ma roue menée, qui est de, ici, 14 dents. Donc, je fais 70 divisé par 14, et ça va me donner 5 tours minute, la vitesse de ma roue dentée, tout simplement. Maintenant, parlons de transformation du mouvement. Ici, le type de mouvement change entre l'organe moteur et l'organe mené. Donc ici, si mon organe moteur fait une translation, eh bien, l'organe mené, lui, va subir une rotation. Et le contraire, si mon organe moteur fait une rotation, ben, l'organe mené va subir une translation. Je vous donne le premier système, le système à vis à écrou. Donc ici, on a un système de rotation qui va entraîner une translation. C'est un système qui est non réversible. On a deux types de systèmes à vis et écrou. Celui de gauche, en bleu, on a la vis qui tourne et ça fait déplacer l'écrou. Et dans l'autre système, on a l'écrou qui tourne et s'il est mobile, c'est lui qui se déplace. S'il est fixe, c'est la vis qui va se déplacer. Donc ici, on a deux types différents. On utilise ce système-là quand on a besoin d'une grande précision, que les forces sont généralement très grandes. Les avantages, c'est que ça peut subir, ça peut supporter des grandes forces, des grandes précisions, et on peut bloquer le mouvement parce que ce système est irréversible. Par contre, les inconvénients, ça génère beaucoup de frottement et c'est fragile et lent. Exemple, on a le cric à gauche en rouge et on a l'étau en bleu à droite, qui sont deux exemples de systèmes à vis et à écrou. Le système suivant, c'est le système à pignon et à crémaillère. Le pignon, c'est la roue bleue qui tourne et la crémaillère, c'est le rail vert qu'on voit en dessous. Ici, le système à pignon et crémaillère permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. Et ça permet aussi un mouvement de translation qui devient un mouvement de rotation. Donc, c'est un système qui est réversible. Donc, peu importe si l'organe mené, c'est la roue ou le rail, dans les deux cas, ça va bien marcher. On utilise le système à pignon à crémaillère lorsqu'on a besoin d'une grande précision et qu'on a besoin d'un mouvement qui n'est pas cyclique, ce qui veut dire qu'il va s'arrêter quelque part. Les avantages, que tu peux avoir une grande force pour faire bouger tes pièces, puisque c'est des roues dentées, et le mouvement peut être bloqué lorsque la crémaillère est terminée. Les inconvénients, malheureusement, ça demande une lubrification importante pour éviter l'usure rapide et les mouvements sont limités à la longueur de mon rail de ma crémaillère. Comme exemple, on a le système de direction pour une voiture qu'on voit à gauche, avec le volant qui va faire tourner le pignon, qui va entraîner le déplacement latéral de la crémaillère qui va faire tourner les roues. Ou ce qu'on a à droite, c'est un bras télescopique sur un pied. Donc, je vais tourner la manivelle, puis ça va faire montrer mon bras télescopique pour ajuster la hauteur, exemple, de ma caméra. Ensuite, enfin, on a le système à bielle et à manivelle. Le système à bielle et manivelle, la bielle, c'est la roue rouge qui tourne, et la manivelle, c'est la roue rouge qui tourne, excusez-moi, et la bielle, c'est la pièce bleue qui se déplace de va-et-vient. Ça permet de transformer un mouvement de rotation en translation, ou le contraire d'une translation en rotation. C'est donc un système qu'on appelle réversible. On utilise ce genre de système lorsqu'on veut un va-et-vient, un mouvement de va-et-vient continu et fluide. Les avantages, c'est que ça peut aller à grande vitesse, ça peut tourner très 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 vite. Malheureusement, ça demande une lubrification importante, c'est difficile à construire et c'est souvent très fragile. L'exemple de ce système, c'est les trains à vapeur avec les roues qui sont entraînées par le piston qui est en avant à gauche, en bas. Le dernier système, c'est le système à came et à tige poussoir, où la came, c'est l'espèce de pièce qui tourne en forme d'œuf, et la tige poussoir, c'est ce qui monte et qui descend. Ça permet de transformer un mouvement de rotation en translation, car la came, mon œuf, est mon organe moteur, et ma tige poussoir, et mon organe mené. Je ne peux pas inverser mes deux pièces. Donc, si ma tige poussoir monte et descend, ça ne va pas faire tourner nécessairement mon œuf. Donc, ce n'est pas réversible. On utilise ça lorsqu'on a besoin d'un système de va-et-vient nécessaire. Les avantages, c'est qu'on peut avoir une configuration variée. On voit ici à l'écran ma came qui n'est pas en forme d'œuf, qui est une forme bizarre, qui permet un mouvement qui est différent de ma tige poussoir. Par contre, on va observer une usure rapide de mes pièces et on a besoin d'un système de guidage et un ressort pour ma tige poussoir afin qu'elle aille dans la bonne direction.
Un exemple de système à cam et à tige poussoir, c'est les soupapes dans un moteur. On voit en haut mes cannes que quand ils vont tourner, ils vont peser sur le piston, qui vont ouvrir les soupapes qui vont permettre l'entrée de l'essence dans le moteur. Avec ça, on vient terminer l'étude du chapitre 13. Donc, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite bonne étude. Bonne chance!